Nous sommes le 28 janvier 1986, en Floride. Malgré un ciel dégagé, un vent glacial souffle sur l'État américain. Le public venu voir le lancement de la navette s'agglutine tant bien que mal sur les estrades, afin d'assister à un événement historique. Sur le pas de tir du centre spatial Kennedy, 7 astronautes se préparent à réussir le lancer du siècle. Ah, putain, les bouquins, qu'est-ce que ça sent bon. Salut les Jordanella Floridae. Bon, évidemment, pour ceux qui ont fait latin au lycée, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et de quel pays vient cette poiscaille? De Floride? Oui, exact. T'es américain? Alors pas du tout, j'ai juste écouté l'intro. Ah, intéressant, quelqu'un d'agressif. Ferme-la maintenant. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bon, du coup, oui, effectivement, on va un petit peu partir au-delà de la Terre. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez me citer au moins un vol spatial connu dans l'histoire? Au pif, Apollo 11 avec Armstrong? Bingo. Écoutez, c'est pas de ça dont on va parler. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'accident spatial le plus meurtrier qui soit produit et qui a la particularité d'avoir été retransmis en direct devant des millions de téléspectateurs. D'ailleurs, puisque cette vidéo va parler d'accidents spatials incroyables, justement, il y a des accidents qui ne sont pas spatials, mais qui sont plus liés au mot de passe. Justement, Chris, j'ai oublié mon mot de passe. Je vois plus qu'une solution. Tu vois, ça typiquement c'est un peu une erreur du passé. Maintenant on peut utiliser des gestionnaires de mots de passe. Bon, là aujourd'hui on va vous parler de Dashlane parce que c'est notre partenaire du jour, mais il faut aussi savoir que Dashlane c'est un logiciel que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans, et dessus, moi à titre perso, j'ai 174 mots de passe enregistrés. Et vous pouvez aussi enregistrer vos informations de paiement pour faciliter vos achats en ligne. Ah, c'est génial! Mais attends, ça fonctionne comment Dashlane? Déjà tu peux l'installer à peu près partout, que ce soit sur un téléphone Android, un iPhone ou même un ordi ou un Mac, ainsi que sur des navigateurs comme Safari ou Chrome. Et du coup vous avez juste besoin de mémoriser un mot de passe, c'est votre mot de passe maître. Et c'est pas un peu risqué de mettre toutes ces données perso sur un seul outil? On pourrait le penser, mais non, c'est sécurisé. Par exemple, Dashlane utilise un VPN pour surveiller vos données. Du coup, n'hésitez pas à tester. Une fois qu'on l'a adopté, c'est difficile de revenir en arrière. Et avec le mot de passe poisson, vous avez 50% de réduction sur la version premium. Sur ce, on revient à notre accident spatial. Pas de science-fiction dans cette vidéo, on parle d'un incident incroyable qui a complètement bouleversé l'Amérique dans les années 80. Du coup, c'est vraiment une histoire assez étrange et dont l'enquête a duré plusieurs mois. Donc le récit d'une navette américaine qui ne verra jamais la couleur de l'espace. Et c'est tout son équipage d'astronautes qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Alors, ne perdons pas une minute de plus et envolons-nous direction la NASA pour assister à l'un des plus grands scandales de toute l'histoire des États-Unis, l'explosion de la navette Challenger. Le 21 juillet 1969, comme vous le savez ou pas, oui Frédéric, je ne sais pas. Un Américain a mis le pied sur la Lune pour la première fois. Avec l'adage, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bref, Neil Armstrong fait naître dans le cœur de tous les citoyens du monde un nouvel espoir, la conquête spatiale. Bref, en plein contexte de guerre froide, cet événement est d'ailleurs une victoire totale des États-Unis contre l'URSS, qui avait envoyé son premier homme pour un simple vol spatial en 61. Ouais, c'est une guerre qui s'étend au-delà de la Terre, quoi. Oui, on n'est pas encore dans la guerre intersidérale, mais c'est un premier pas. En tout cas, les deux blocs espèrent chacun avoir une prédominance dans ce lieu si insolite et mystérieux, qui est l'espace. Mais du coup, jusque dans les années 80, la compétition fait rage. Du côté états-unien, la NASA espère à l'époque envoyer d'autres astronautes en orbite. Mais cela demande de la main-d'œuvre, du matériel et surtout du budget. Et à l'époque, difficile de réunir tous les moyens nécessaires. Mais ça n'empêche pas l'agence quand même d'alimenter les espoirs des Américains en leur proposant un tout nouveau programme, l'envoi d'une navette hors de la Terre. L'objectif, partir une semaine dans l'espace pour déployer un satellite, le TDR-SB. Ouais, je sais, ça fait rêver, putain, le nom est ouf. Mais ça n'est pas tout. L'équipage doit également observer à distance la comète de Halley. Et ouais, ce petit bout de roche est très intéressant pour les experts de la communauté scientifique. Pourquoi? Je veux dire, c'est un caillou parmi d'autres, quoi. Détrompe-toi. En fait, c'est même la comète la plus connue. Et ce qui intrigue les scientifiques, c'est qu'elle passe très rarement près de la Terre. En fait, elle nous a fait l'honneur de passer en 1835, en 1910 et justement en 1986. Donc pas de temps à perdre, il faut envoyer une équipe étudier cette roche de plus près. Pour cette mission, la NASA choisit d'envoyer 7 membres d'équipage, parmi lesquels 5 hommes et 2 femmes. L'une des astronautes se trouve être Christa McAuliffe, une professeure de sciences dont l'objectif est de donner le premier cours depuis l'espace en direct à la télévision. Tout ceci est organisé par le Teacher in Space Project, afin d'intéresser les jeunes à ce domaine futuriste. C'est donc un grand projet éducatif, mais aussi d'observation qui se prépare. Donner un cours en orbite, donc voilà une nouvelle qui enchante les professeurs des États-Unis. Il est d'ailleurs prévu de visionner le décollage dans les salles de classe. Ça va être vraiment un événement extraordinaire. Tout le monde attend donc patiemment
la date de lancement. Le monde entier, en fait, a les yeux rivés sur la 25e mission de la navette Challenger. Mais certains experts ont un mauvais pressentiment. Ouais, tu m'étonnes, moi aussi je serais en train de flipper. Et ce serait compréhensible. La différence, c'est que même en étant entraînés, ils ont quand même pas mal de raisons de stresser. La veille du lancement, plusieurs ingénieurs émettent de sérieux doutes concernant la mission, alertant carrément sur la sécurité de la navette et les risques encourus. Bonjour, nous avons bien reçu votre rapport concernant notre programme spatial. Bien que vous estimiez le risque de défaillance à environ 1% en lancement, notre direction contredit catégoriquement vos propos, en estimant un risque de 1 pour 10 000, voire 100 000. Bisous. Bon ok, ils n'ont peut-être pas dit bisous, mais le message était bien là. En d'autres termes, pour la NASA, le risque est largement acceptable et il ne faut pas s'en faire pour la suite. Il est donc décidé que le décollage de la navette serait bel et bien maintenu. En gros, malgré le tirage de la sonnette d'alarme, ils ont envoyé les 7 astronautes. Exact. En tout cas, ça ne les a pas empêchés de mettre en route le programme. Du coup, le 28 janvier 1986, le pas de tir pour lancement accueille le public venu spécialement pour assister au décollage. Certains élèves de Christa McAuliffe se faufilent pour espérer avoir la meilleure place sur les gradins. La navette est installée plus loin, prête à effectuer son voyage au-delà des frontières terrestres. Les caméras suivent les astronautes qui saluent la foule de la main. C'est un moment historique et tout le monde attend le début d'une des plus grandes aventures spatiales. Les combinaisons sont enfilées et les derniers réglages sont faits. Et les 7 membres du Challenger prennent enfin place à bord de la navette. Les journalistes se tiennent prêts à tout transmettre en direct pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Cette ambiance rappelle bien entendu Armstrong lors de sa propre mission, c'est pour dire. Événement à ne pas manquer. Achetez tous nos pins Challenger, achetez votre affiche, commandez votre t-shirt NASA. Ouais, voilà, c'est un petit peu ce qui aurait pu se produire si les placements de produits existaient déjà. Bref, en clair, tout paraît parfait. Le ciel est dégagé, il fait beau pour un mois de janvier, que pourrait-il mal se passer ? Lorsqu'une navette est prête à partir, le moment le plus dangereux reste bel et bien celui du décollage. C'est à cet instant que les moteurs sont les plus mis à mal et que l'onde de choc est si forte qu'elle risque d'embraser le sol autour des boosters. Les probabilités d'incident restent donc très élevées. Pourtant, tout se passe bien au décollage. À vrai dire, les experts commencent même à souffler un peu. Le plus dur est passé, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. D'ailleurs, les responsables de l'organisation commentent en direct l'avancée de la navette dans le ciel, pour rendre cet événement vraiment immersif auprès des téléspectateurs. Démarrage des moteurs principaux. 4, 3, 2, 1, décollage. Décollage de la 25e mission. Pour l'époque, c'est quand même impressionnant. Et tout semble se dérouler comme prévu. Mais pendant une petite minute seulement. Augmentation de la poussée des moteurs à 104%. Challenger, augmentez la poussée. Ok, poussée augmentée. À la 73e seconde précisément, un énorme bruit d'explosion retentit dans le ciel. Et le Challenger disparaît dans un épais nuage de fumée. Sur le moment, même si des gens ont crié de peur à la seconde de l'explosion, le silence se fait ressentir dans le public. En vérité, personne ne comprend vraiment ce qui se passe et ne sait si ce qui vient de se produire est normal ou non. Les gens dans les gradins attendent, les yeux rivés vers le ciel. De l'autre côté du terrain, dans les bâtiments de l'organisation, c'est une toute autre ambiance. En voyant ce qu'il vient de se produire, les experts se figent, la bouche ouverte. Ils comprennent immédiatement ce qui vient de se passer. Le bruit, les étincelles, le nuage, tout indique que la navette du Challenger a implosé. Comme le public, ils attendent d'y voir un petit peu plus clair dans le ciel. Certains membres essaient tant bien que mal de communiquer avec les astronautes, mais sans succès. Ouais, ça sent pas très bon cette histoire. Et du coup, les secondes passent sans aucune intervention des programmateurs. Dans le ciel, les boosters continuent leur route sans but. La fumée se dissipe peu à peu. Jusqu'au moment où quelqu'un annonce enfin au micro la triste nouvelle, le Challenger a bel et bien explosé. Dans le public, c'est l'hécatombe. Les familles des astronautes venus spécialement pour assister au décollage s'effondrent devant les caméras en plein direct. Les parents, le mari et les 2 enfants de Christa McAuliffe assistent impuissants à la terrible nouvelle qui vient de frapper l'Amérique. Dans les salles de classe, les professeurs font évacuer les enfants et coupent les caméras.
Au sein des bâtiments de la NASA, on démarre une course contre la montre pour retrouver la navette. On analyse rapidement les coordonnées GPS de la chute des débris. Wow, j'imagine même pas le cauchemar. Et les débris, ils sont retombés loin? Eh bien, les responsables les localisent en plein milieu de l'océan. On envoie donc l'armée et les équipes de secours sur place. En fait, les familles et les ingénieurs espèrent vraiment que l'orbiteur, la partie de la navette devant être mise en orbite, se soit détaché à temps au moment de l'explosion. Ce qui du coup laisserait une chance à l'équipage de survivre à l'explosion. Mais rien n'est retrouvé devant ce capharnaüm de débris au-dessus de l'eau. Aussitôt, une enquête démarre afin de comprendre comment l'accident a pu avoir lieu. Une chose est sûre, les craintes des ingénieurs la veille du décollage étaient bel et bien fondées. La NASA doit rendre des comptes auprès des familles des victimes pour cet incident qui aurait peut-être pu être évité. Rendre des comptes auprès des familles, ça semble logique. Les proches ont quand même vu en direct l'explosion de la navette, du coup de leur conjoint, factuellement. Quelques heures après le drame, le président Reagan apparaît au JT pour annoncer la nouvelle, mais également pour faire preuve de compassion auprès des familles des victimes. Je sais que c'est dur à comprendre, mais parfois des choses tristes comme cela arrivent. Ça fait partie du processus d'exploration et de découverte. Tenter sa chance, repousser les limites de l'horizon de l'homme. Le futur n'appartient pas aux âmes sensibles. Il appartient aux courageux. L'intervention de Reagan est suivie d'une semaine de deuil national pour commémorer la mémoire des victimes de l'explosion. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours. Les responsables de l'investigation se rendent peu à peu tristement compte de l'horreur de l'événement. En fait, pour éviter l'asphyxie lors d'un incident à bord de la navette, les astronautes embarquent généralement avec eux des bonbonnes d'oxygène personnel. Et ils peuvent les activer à tout moment en cas de gros pépin. Et en recherchant les débris de la navette, les forces armées découvrent avec effroi que 3 bonbonnes ont été activées après l'explosion. Donc, ça signifie que pendant le crash, 3 astronautes étaient encore en vie. Tout de suite, les experts recherchent des survivants à la vue de ces bonbonnes auparavant activées. Mais les espoirs s'épuisent rapidement. Après diverses analyses, le constat est formel. La navette a percuté l'océan à une vitesse fulgurante, plus de 300 km/h. Ça pousse. Et à cette vitesse-là, autant vous le dire, l'eau c'est du béton, donc les gars, ils ont été pulvérisés. Donc impossible que les astronautes soient encore vivants. Ouais, je vois. En gros, ils étaient tous condamnés. Malheureusement, ouais, c'est d'ailleurs l'un des éléments les plus douloureux de l'enquête. En fait, les 3 rescapés de l'explosion se sont vus sans doute peu à peu mourir à mesure que le reste de l'engin se rapprochait de l'eau. Ah, franchement, comment ça a dû être horrible pour les familles. Ouais, une épreuve sans doute cauchemardesque. Mais pour rendre hommage à leurs héros, les proches des victimes décident de créer une association caritative quelques mois plus tard, et qui perdurera pendant 30 ans. Ils souhaitent partager leurs connaissances scientifiques avec les plus jeunes, comme les maths ou encore la technologie. C'est une belle note de fin pleine d'espoir que tu nous proposes, Chris. Ah, mais par contre, c'est pas tout à fait la fin, hein, détrompez-vous. Parce que dès l'accident constaté, les familles des astronautes réclament des explications, et là, vous vous demandez comment ça a pu arriver. Et donc elles se le sont posées aussi, et voici la réponse. Du coup, le 3 février 1986, le président Reagan ouvre une commission d'enquête chargée de mettre au clair cet incident. Et les experts souhaitent savoir pourquoi les 2000 tonnes de la navette se sont embrasées à plusieurs kilomètres d'altitude. Pendant 5 mois, les responsables retracent le parcours de l'ascension du Challenger. On apprend que les joints en forme de tore étaient potentiellement érodés. De ce fait, à cause de la faible température de l'air couplée à la chaleur du décollage, des gaz incandescents se seraient échappés. Un des joints aurait cédé, heurtant le réservoir externe et mettant le feu à la navette. En fait, il apparaît que le Challenger a subi 1800 vérifications de moins qu'à l'accoutumée, à cause d'une baisse du budget de la NASA. Et donc, si les États-Unis ont souhaité poursuivre leur ascension dans le domaine spatial, après le succès de la mission sur la Lune, ils n'ont pas pu y mettre tous les moyens nécessaires. Les explorations coûtent cher et les moyens manquent. Ouais, tu peux le dire, hein, c'est des gros radins. Tu le dis toi-même, moi je vais pas statuer là-dessus. Je suis fière de dire que je suis radine, ça me dérange pas. En tout cas, il y a quand même une bonne partie de la population qui le pensait à ce moment-là. Donc, entre les coupes budgétaires et les délais de lancement pas respectés pour gagner du temps, ça passe vraiment mal quand la NASA se défend en parlant de risques acceptables. On peut pas accepter ça, hein? Parce que, doit-on vraiment risquer la mort pour aller dans l'espace? Toujours est-il que l'enquête se poursuit. On apprend que le cockpit n'était pas détachable ni éjectable en cas d'incident. Du coup, pour espérer sauver les 7 passagers, il aurait fallu attendre la séparation de l'orbiteur avec les propulseurs. Un détachement malheureusement impossible à réaliser pendant les 2 premières minutes. En bref, ce défaut d'étanchéité du joint coûte cher en réputation pour la NASA. On est bien d'accord. Hein. C'est donc sur cette conclusion d'enquête que l'histoire de la navette Challenger se termine. La perte de l'entièreté de l'équipage en plein direct devant les proches démontre quand même un vrai scandale. En fait,
tout simplement la fiabilité des engins spatiaux de l'Amérique. Outre un deuil profond et national, c'est un manque de confiance cruel que l'administration spatiale américaine récolte après cette tragédie. Et en 2020, une série documentaire sort sur Netflix pour expliquer plus en détail l'histoire de cet accident tragique. D'ailleurs que je vous recommande. Il y a 4 épisodes, ça se passe très vite, si vous souhaitez en savoir plus. J'espère au moins que la NASA a appris de ses erreurs. Eh bien, j'aurais aimé dire que tout est loin derrière nous, mais ça n'est pas le cas. Parce qu'en 2003, une nouvelle navette s'apprête à décoller. Elle porte le nom de Columbia et amène avec elle pas moins de 7 passagers à son bord. Et pour vous la faire courte, la navette subit une fissure dans la protection thermique. Et tout ça à cause d'un simple bout de mousse isolante qui s'est détaché du réservoir externe. Durant la phase de rentrée atmosphérique, après que la mission soit bien passée, la navette s'embrase à 20 000 mètres d'altitude au-dessus du Texas, causant la mort de tout l'équipage. Une seconde fois. Columbia, Houston, UHF, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. Et depuis, des navettes continuent toujours d'exploser en plein vol ou en plein décollage, comme celle par exemple de SpaceX. Parce que on va pas se mentir, c'est quand même un domaine ultra risqué et compliqué. Il faut que tout soit au poil de cul, parce que le moindre pépin, comme on l'a vu là, et c'est le bordel qui explose, l'erreur ne pardonne pas. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Du coup, la morale de cette histoire est assez évidente. Rêver d'espace, c'est un beau projet qu'il faut réaliser, mais encore faut-il mettre les moyens pour ne pas revivre un véritable cauchemar. Moralité, pour ne pas finir la tête dans les nuages, prends garde à réussir ton premier décollage. Et si tu veux des exclus sur les prochains épisodes, tu peux rejoindre notre serveur Discord. Ah, belle autopromo, je l'ai pas vu venir. Mais tu parles uniquement en vert? Pour accéder à tous nos salons de discussion, tu trouveras le lien dans la description. Je vois. Bon à votre place, j'irai tout de suite cliquer, histoire qu'il arrête avec ses rimes claquées.